Moussa Seydi, qui est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar. Bonsoir, professeur. Alors, on sait que vous êtes responsable, que vous vous occupez plutôt de tous les cas, de tous les patients qui sont testés positifs au Covid-19 au Sénégal. Mais récemment, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'échanges dans les réseaux sociaux, dans les médias, par rapport à l'utilisation de la chloroquine. Vous avez choisi justement d'insérer la chloroquine dans le traitement des patients. Pourquoi? Oui, nous avons décidé de commencer à traiter nos malades avec l'hydroxychloroquine, qui n'est pas la chloroquine, mais il n'y a pas de grande différence parce que ces deux molécules ont la même origine. C'est tout simplement parce que dans un premier temps, on avait dit que la chloroquine pouvait agir sur le virus in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour nous de démarrer le traitement. La preuve, avec les antirétroviraux comme le lopinavir et ritonavir, on a bien constaté que ça agissait sur le virus responsable du Covid-19 au niveau du laboratoire, mais les études chez l'humain ont montré que ce n'était pas efficace, en tout cas à l'heure où je vous parle. Mais dans un deuxième temps, le professeur Didier Raoult a fait une étude préliminaire. C'est vrai, préliminaire, ce n'est pas une étude de grande envergure, c'est une étude sur peu de patients. Et dans cette étude, il a trouvé que le simple fait d'administrer l'hydroxychloroquine permettait de réduire la charge virale, de la rendre indétectable au bout de 6 jours chez 70% des patients. Et que quand il a associé l'hydroxychloroquine à l'azithromycine, la charge virale était indétectable chez 100% des patients au 6e jour. Alors, je me suis dit, nous sommes en situation d'urgence sanitaire mondiale. Nous sommes dans le cadre d'un état d'urgence ici au niveau du Sénégal, donc dans un contexte particulier. Pourquoi ne pas utiliser cette molécule, même si les résultats ont été obtenus chez un faible nombre de patients, même si ces résultats nécessitent d'être validés par de plus grandes études. D'autant plus que cette hydroxychloroquine est bien tolérée. Ça, on le sait. C'est la molécule la mieux tolérée parmi toutes les molécules qui sont testées à l'heure actuelle. Deuxièmement, la réduction de la charge virale et l'indétectabilité va permettre de guérir les malades plus rapidement. Nous aurons donc plus de places disponibles. Nous allons aussi éviter la contagiosité de ces malades beaucoup plus rapidement. Nous n'avions donc rien à perdre et nous avions tout à gagner en essayant ce traitement. Nous avons immédiatement commencé à chercher cette molécule qui était difficile quand même à trouver et nous avons proposé aux patients le traitement après un consentement. Bien sûr, il faut que le malade nous donne son accord avant qu'on ne prescrive ce traitement. Il y a une polémique qui s'installe, c'est vrai, mais cette polémique, c'est entre chercheurs. En vérité, l'étude de Didier Raoult, du professeur Didier Raoult, est une étude préliminaire, cela est vrai. Et la méthode utilisée, il y a des méthodes beaucoup plus rigoureuses, cela aussi est vrai. Mais comme je l'ai dit, rappelons-nous du contexte de l'épidémie dans laquelle nous sommes. Quand vous êtes en situation de guerre, vous n'allez pas exiger l'arme parfaite. Si vous avez une arme qui n'est pas nocive pour le patient et qui peut aider à régler le problème, il faut l'utiliser tout en continuant les recherches. Mais professeur, peut-on utiliser la chloroquine librement? Je voudrais quand même profiter de votre présence pour lancer un appel à tous ceux qui font de l'automédication. C'est dangereux de faire de l'automédication. Vous savez, je dis que traiter les patients Covid-19, ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, ce n'est pas compliqué pour nous, parce que nous sommes médecins. Nous avons, le plus jeune de mes médecins a au moins eu une formation de 12 ans. Tourner cette caméra serait très compliqué pour moi. Est-ce que les personnes qui vont acheter le Plaquenil ou bien l'hydroxychloroquine à la pharmacie savent que cette molécule est contre-indiquée chez les enfants de moins de 6 ans? Est-ce qu'ils savent que cette molécule ne doit pas être utilisée
chez la femme enceinte? Est-ce qu'ils savent que cette molécule ne doit pas être utilisée chez la femme en état de grossesse? Est-ce qu'ils savent que cette molécule ne doit pas être utilisée chez les femmes qui allaitent? Tout ça, ils ne le savent pas. Donc, ils peuvent acheter le médicament, le prendre, alors que cela leur est nocif. De l'autre côté, il y a les associations de médicaments. Est-ce que ces gens-là savent qu'associer la domperidone, qui est un médicament contre les vomissements, avec l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles du rythme cardiaque assez graves? Ils ne peuvent pas le savoir. Même l'associer à certains antibiotiques, comme la pipéraquine, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Donc, la manipulation de ce produit doit rester dans le domaine médical. Il faut attendre d'avoir une prescription avant de prendre cette molécule. L'automédication est dangereuse, il faut arrêter l'automédication. Et prendre ces molécules et les garder à la maison, c'est mettre aussi en danger des patients qui souffrent de pathologies chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde, telles que le lupus érythémateux disséminé et d'autres pathologies. Parce que ces médicaments sont utiles pour la survie de ces patients. Donc, oui, c'est un traitement pour moi efficace dans ma pratique quotidienne. Je commence à voir les résultats et je vais continuer à l'utiliser. Je vais même, à partir d'un certain moment, y ajouter de l'azithromycine, parce qu'avec l'azithromycine, on espère avoir de meilleurs résultats. Mais j'ai utilisé cette méthode pour éviter la survenue d'événements indésirables. Parce qu'additionner des médicaments, c'est additionner des événements indésirables. C'est pour cela que nous agissons ainsi. Et dans quelques jours, nous allons en même temps démarrer un projet de recherche avec l'Institut Pasteur de Dakar pour évaluer certains schémas thérapeutiques tels que l'utilisation de l'hydroxychloroquine seule et l'utilisation de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Donc, je voudrais profiter de l'occasion aussi pour magnifier la collaboration entre notre service, qui est le service de référence pour la prise en charge, et l'Institut Pasteur de Dakar, qui est le service de référence sur le plan diagnostic biologique, parce que eux, c'est des hommes de laboratoire, c'est eux qui font les analyses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sénégal est un pays test dans l'utilisation de la chloroquine pour lutter contre le Covid-19? Oui, là, vous savez, les termes ont leur importance dans notre milieu. Tester, oui, on peut le dire dans le langage peut-être populaire, parce que nous sommes en train de donner cette molécule à la suite de la publication du professeur Didier Raoul. C'est vrai, mais c'est différent de la recherche en tant que telle. Et pour être pragmatique, je ne vais pas priver les patients à l'heure actuelle de cette molécule du simple fait que je n'ai pas encore commencé le projet de recherche. Donc on les traite et quand le projet va commencer, on va inclure les nouveaux patients dans ce projet de recherche et pouvoir sortir, nous aussi, des résultats et dire ce que nous avons obtenu du point de vue efficacité et du point de vue tolérance. Au tout début de l'apparition de la pandémie au Sénégal, on sait que vous aviez prévu d'installer 36 lits pour pouvoir prendre au moins 36 malades. Aujourd'hui, avec les derniers résultats, le Sénégal est à plus de 100 cas. Comment faites-vous aujourd'hui pour la prise en charge des malades atteints de Covid-19? Oui, c'est vrai. J'avais dit qu'on avait 12 lits, des cabines où il y avait ce qu'il fallait et qu'on pouvait étendre très rapidement la capacité à 36 lits, mais à la longue, cela ne s'est pas fait. Après avoir revu l'entreprise, ceux qui sont chargés de faire ces travaux, il m'a été fait savoir que en fait, ça prendrait plus de temps, ce qui est très dommage, parce que je pense que ce qui est dit doit être fait. Mais en tout état de cause, dans une guerre, il faut s'adapter. On ne peut pas passer son temps à se plaindre. Il y a quelque chose qui est prévu, quelque chose qui a été promis, qui n'a pas été fait. Il faut s'adapter. Et nous nous sommes adaptés. Le ministère de la Santé nous a aidés à avoir des lits au niveau de Diamniadio. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 50 patients qui sont hospitalisés à Diamniadio. Nous avons également obtenu des lits au niveau de l'hôpital de Malte, où nous aurons minimum plus de 20 lits. Et ce matin, il m'a également été
promis, et je sais que ce sera effectif aujourd'hui ou même demain, à peu près une cinquantaine de lits à l'hôpital Dalal Jamm. Donc on est en train vraiment de s'adapter. Mais il faut qu'on s'adapte davantage. L'idéal, c'est d'avoir au moins une cinquantaine de lits qui soient déjà prêts avant qu'on ait des cas. Donc on s'est adapté à la situation. Professeur Seydi, comment organisez-vous l'hospitalisation des malades? Oui, moi je coordonne la prise en charge au niveau national et j'ai 2 points focaux. Le docteur Ndeye Aïssatoullah, qui est ici avec moi au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales. Le docteur Pape Sambaba, qui est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital principal, le colonel Pape Sambaba. Donc ce sont mes 2 points focaux au niveau national. Donc nous sommes les 3 personnes qui gérons la situation au niveau national. Et au niveau de chaque site, nous avons un référent. Ici, au niveau de Fann, mon référent c'est le docteur Khadiata Diallo Mbaye. Au niveau de Diamniadio, c'est le docteur Ndeye Maguette Fall. Au niveau de Touba, c'est le docteur Aboubakri Sadekh Badiane. Et à l'hôpital principal, nous avons notre jeune collègue, le docteur Moustapha Diop, qui est médecin militaire. Donc nous avons ces médecins référents et nous, au niveau national, nous faisons la coordination. Mais en tant que coordonnateur, je dois aller dans les salles aussi voir les malades. Rien que hier, j'étais à Diamniadio, j'ai vu tous les malades de Diamniadio. Les points focaux, c'est la même chose. Ils vont faire le travail au niveau national, mais ils doivent aussi entrer voir les malades, ce qui fait un double rôle. Donc, ce n'est pas une administration, une coordination administrative, mais elle est administrative et elle est aussi surtout médicale. S'il y a des difficultés, de quelque nature que ce soit, nous sommes chargés de voir comment gérer cela. Ça se passe bien, j'ai une équipe très dynamique, très engagée, très sérieuse et je suis entièrement satisfait de leur dévouement. Je n'ai pas de plainte à me faire à ce niveau. Aujourd'hui, quels sont les traitements administrés? C'est au cas par cas. Certains malades déjà ne peuvent pas prendre cette hydroxychloroquine. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire attention à cette automédication. Nous avons des malades qui ne peuvent pas prendre cette hydroxychloroquine parce qu'il y a des contre-indications. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des malades qui peut-être n'ont pas besoin de cette molécule. Quand on a commencé l'hydroxychloroquine, il y a des patients qui avaient déjà 10 jours d'hospitalisation. La clairance virale, c'est de 20 jours. En général, on guérit au bout de 20 jours. Donc, quand on a déjà fait 10 jours, alors que le traitement dure 10 jours, ce n'est pas la peine de traiter ces malades. Alors, il y a des patients, comme hier, on a reçu une patiente qui a une insuffisance rénale chronique. Elle aura son traitement de Covid-19 en tenant compte de son insuffisance rénale chronique. Nous avons parfois des patients qui ont des pathologies cardiaques associées, un diabète, une hypothyroïdie. Donc, il faut faire ce traitement en tenant compte de toutes ces pathologies. Nous avons même des patients qui ont commencent à décompenser sur le plan psychologique. En dehors de l'appui psychologique de la cellule de prise en charge psychologique, on peut même aller jusqu'à leur prescrire certains types de médicaments, des anxiolytiques ou même des antidépresseurs. Certains patients sont susceptibles de faire des complications graves qui peuvent les tuer assez rapidement. Par exemple, une maladie thromboembolique qui peut entraîner une embolie pulmonaire et le décès rapide. Il faut faire de la prévention. On est obligé de leur faire des injections journalières pour éviter ces complications. Il y a des patients qui ont une surinfection. Nous avons reçu un cas où il y avait une septicémie, une bactériémie très intense sur le plan clinique. Heureusement, nous avons mis des antibiotiques par voie injectable et ce malade a été sauvé. Donc, si on n'avait pas mis ces antibiotiques, il serait décédé d'autres choses et non de Covid-19. Et quand j'ai regardé dans la littérature, j'ai vu que certains disent que 52% de leurs malades avaient des infections bactériennes en même temps. Alors, tout ceci pour dire que c'est la médecine de tous les jours, en fait. Quand on a une démarche rigoureuse pour prendre en charge les malades dans sa vie, on ne faut pas être impressionné par la prise en charge des malades atteints de Covid-19. Pas du tout. C'est l'environnement de la prise en charge qui est assez complexe. Parce qu'on peut se contaminer soi-même assez facilement. Il y a une manière de s'habiller, il y a un circuit à suivre, il y a une manière de se déshabiller.
bon, c'est tout l'environnement qui est assez complexe. Donc chaque malade a son traitement particulier et c'est au cas par cas. Mais au Sénégal, est-ce qu'on a des cas graves? Je ne dirais pas cas graves, je dirais des cas sévères mais pas graves. Parce que cas graves pour nous, on veut les réserver aux patients qui ne peuvent pas respirer par eux-mêmes, qui ont besoin d'une machine pour respirer. Alors, mais il faut s'intéresser à ces cas. C'est pour cela que nous nous sommes vraiment beaucoup engagés pour obtenir des respirateurs. Vous savez qu'en Italie, en France, dans tous ces pays, même aux États-Unis, les gens meurent surtout parce qu'il n'y a pas de respirateurs. Il y a une pénurie mondiale de respirateurs. Donc, il faut, quand on a les moyens qu'il faut, la létalité ne va pas être extrêmement élevée. Vous voyez, la létalité générale, c'est 2-3%. Ça va être élevé si le dénominateur augmente. Si on a 1 million de personnes, c'est 10 000 décès, c'est vrai. Mais si on n'a pas ces moyens, la létalité peut aller jusqu'à 15-20%. Et selon certains experts, en Afrique, avec nos manques de moyens, la létalité pourrait être multipliée même par 5. Donc, c'est un faible nombre de patients, mais il faut s'intéresser à ces patients en priorité. Tout à l'heure, quand vous arriviez, j'étais en train de discuter avec un groupe de réanimateurs pour voir comment est-ce qu'on peut réaménager notre service de réanimation pour prendre en charge ces cas graves. On a quelques respirateurs, pas beaucoup, mais ça ne suffit pas. On n'a pas encore de cas graves, ce que j'appelle moi cas graves. On a des cas sévères, mais pas des cas graves. Mais il ne faut pas attendre. C'est dès maintenant qu'il faut chercher à avoir 10 respirateurs, 15 respirateurs, 20 respirateurs. C'est comme ça que le combat peut se gagner plus facilement. Vous l'aviez dit tantôt que certaines personnes ont eu besoin à un certain moment de soutien psychologique. C'était dû à quoi? C'était peut-être le fait qu'ils soient enfermés quelques jours tout seuls dans une pièce, ou bien est-ce que c'était parce qu'ils avaient peur de la maladie? Il y a tout ça. Parfois, c'est le confinement. Le confinement, ce n'est pas évident. Vous êtes dans une pièce fermée pendant 10, 15, 20 jours. Alors, essayez de le faire 2 jours ou 3 jours et vous verrez. Ça, c'est un facteur déstabilisant. Deuxièmement, ils savent que cette maladie peut tuer. Parce que quand on dit la létalité, même si c'est 1 pour 1 million, ça dépend de la nature de la personne. Certains se diront, oui, la létalité est basse, donc il n'y a pas de raison que je m'inquiète. D'autres se diront, oui, si c'est 1%, peut-être que ce sera moins. Donc tout ça, ça dépend de l'état psychologique de la personne. Et parfois, ce sont des personnes, on en a eu aussi, qui avaient déjà des problèmes psychologiques avant d'être hospitalisés, et la situation a un peu décompensé leurs problèmes psychologiques. Ces derniers jours, durant cette semaine plus précisément, on a enregistré des cas communautaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces cas communautaires? Oui, les cas communautaires ou les cas locaux sont des cas qui doivent inquiéter tout le monde. Hier seulement, et ça m'a surpris, hier seulement je lisais un message très récent du directeur général de l'OMS qui disait que dans nos pays, nous ferions mieux de prendre les mesures les plus extrêmes pour éviter de vivre ce que les Européens vivent. Moi, j'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit à tout le monde qu'il faut être le plus extrémiste possible dans cette maladie, dans cette épidémie. L'extrémisme n'est pas bon, mais ici, l'extrémisme, ça paye. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est pour cela qu'actuellement, ils ont presque des cas. Ils ont plus de cas importés. Ce sont les autres qui amènent la maladie chez eux. Ils ont réglé ça très rapidement. Donc, il faut prendre des décisions extrêmement hardies par rapport à cette transmission dite communautaire. Si on ne le fait pas, on peut se lever un beau jour et avoir 10 000 cas. Ça, c'est certain. C'est vraiment à ce niveau qu'il faut se battre. Et me rappelant même du discours du directeur de l'OMS, il disait quelque part qu'il fallait rechercher activement ceux qui avaient la maladie, qu'il fallait des mesures agressives pour les rechercher et les retrouver. Il fallait prendre les contacts et les mettre en quarantaine. Vraiment, j'ai été très satisfait de lire ce discours. Parce que c'est ce que nous disons au Sénégal depuis le début. Depuis le début.
Même ceux qui viennent de l'étranger, on devrait systématiquement les mettre en quarantaine et la décision a été prise. Donc toutes ces mesures prises sont des mesures extrêmement capitales. Et nous sommes très satisfaits de ces mesures qui ont été prises par l'État. Mais peut-être, si ça continue, en tout cas moi par ma part, je proposerai des mesures beaucoup plus draconiennes encore. Beaucoup plus draconiennes. Un confinement, peut-être que les gens, il faudrait mieux qu'ils ne sortent même pas le jour. Peut-être qu'on leur donne 2 heures de temps pour sortir dans la journée, faire ce qu'ils ont à faire et revenir à la maison. Mais si on tergiverse, je vous garantis que c'est la catastrophe assurée. Tant que ça ne dépasse pas un nombre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je l'ai dit depuis le début. Vous voyez, aujourd'hui, on a dépassé la centaine de malades et, alhamdoulilah, on n'a aucun décès. Même si on avait 2-3% de décès, on aurait toujours dit qu'on est dans les normes, comme la Chine, etc. Mais Dieu merci, on n'a pas de décès. Mais parce qu'on est toujours dans un nombre peut-être pas encore explosif. Il ne faut pas regarder cette situation et se dire non, il n'y aura pas de souci. Si le nombre de cas augmente, ce sera la catastrophe. Et ce nombre de cas ne peut augmenter de manière importante qu'à travers cette transmission communautaire, qu'à travers ces cas-là. Donc il faut tout faire pour que cela ne rentre pas. C'est la population maintenant qui doit agir. C'est la population qui doit prendre ses responsabilités. Et ça c'est important, vous suivez l'actualité, vous êtes des journalistes, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Tous ceux qui ont pris des décisions tardivement l'ont regretté et l'ont payé extrêmement cher. Vous avez parfaitement raison, nous devons nous inquiéter de ces cas détectés dans la communauté et qui n'ont aucun lien avec un autre cas connu. Nous avons également enregistré, bien sûr, depuis le début, des cas importés. Faut-il préciser que ces cas importés ne sont pas seulement des étrangers? Oui, bien sûr. Les gens font souvent la confusion. Je disais à une radio un jour, quand on a eu le premier cas qui était un Français, le deuxième couple c'était un couple de Français, les gens commençaient à dire les Touables, les Touables. Ils ne savaient même pas que ce couple c'était des Noirs. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas français, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'est pas sénégalais. Donc le virus, ce n'est pas un virus qui s'intéresse à la couleur de la peau. Donc les cas importés, c'est vrai, il y a des nationalités, je ne vais pas citer toutes les nationalités, il y a un pays d'où nous vient le plus grand nombre de cas importés, mais on a des cas importés de la France, de la Belgique et d'autres pays, même ici en Afrique. Ouais. On a même eu des cas importés du Burkina, etc. Donc on a des cas importés d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours des personnes qui ne sont pas sénégalaises. On a eu des gens qui vivent en France qui sont des Sénégalais. Quand ils reviennent avec le virus. Ou ils étaient partis là-bas en vacances, ils reviennent avec le virus. Le cas de Touba dont tout le monde parle. Au début, c'était un cas importé, non? Pourtant, c'est un Sénégalais bon teint comme nous tous. Il habite ici, il n'habite pas ici, mais il est Sénégalais. Mais c'est un cas importé, donc il ne faut pas chaque fois qu'on entend importer qu'on se dise que c'est un étranger. Et cette manière de raisonner est catastrophique pour nous en médecine. Imaginez, le malade, il est déjà stressé, confiné. Et puis il lit dans la presse, voilà qu'on est en train de le culpabiliser. Même s'il l'a fait exprès, ce que je ne crois pas, ce n'est pas au moment où il est en hospitalisation qu'on doit lancer des messages négatifs. J'ai été particulièrement dérangé par les commentaires concernant le premier cas. Un patient consciencieux qui a pris toutes les mesures dès le début pour ne contaminer personne dans sa famille. Il n'a contaminé personne. Après, il était prêt à venir à la télévision faire des témoignages, aider à sensibiliser contre cette maladie. Il était prêt, il a fait cette proposition. Après, il voit ces messages hostiles, bien entendu. Il ne pouvait plus le faire, même s'il a envoyé un message de remerciement à l'endroit du ministère et de tous ceux qui sont en charge du traitement au niveau de la presse. De plus en plus, tous les jours, lorsqu'on fait le point de presse au niveau du ministère de la Santé, c'est
plus de 10 personnes qui sont testées positives au Covid-19. Est-ce que justement le fait qu'on ait autant de patients atteints de Covid-19 ne va pas augmenter le cas, ou bien le nombre plutôt, de cas à suivre par rapport à ce Covid-19? C'est certain, sauf si on les maîtrise. Sauf si on les maîtrise. Si on a, que ce soit un cas importé ou un cas ici au niveau local, il faut toujours voir quels sont les contacts. Le combat ne peut pas être gagné sans une bonne prise en charge de ces contacts. Ceux qui ont été en contact avec nous, on doit les prendre, les isoler, les mettre en quarantaine durant au moins 14 jours. Et si c'est possible, durant cette quarantaine, à intervalles réguliers, leur faire des prélèvements pour voir s'ils ont le virus. S'ils l'ont, on les traite. S'ils ne l'ont pas, on continue après les 14 jours, on les laisse rentrer chez eux. Mais il faut absolument cette politique très hardie. Au tout début de cette pandémie, professeur, on enregistrait souvent 2, 3, 4, voire 5 cas au maximum. Cette dernière semaine, on est à 10 cas à peu près par jour. Doit-on s'inquiéter un peu de ces chiffres? Non, pas s'inquiéter un peu. On doit s'inquiéter grandement. Ne pas s'inquiéter, c'est de l'inconscience absolue et totale à l'heure où je vous parle. On doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter parce que la situation est inquiétante. Tant que le nombre de cas est limité à un nombre faible, il n'y a pas d'inquiétude. Et je le répète, plus le nombre augmente, plus la catastrophe risque d'arriver. Voyez, dans tous ces pays, ils n'ont même plus de gants, certains n'ont même plus de masques. Je ne parle pas des respirateurs, il faut choisir entre deux malades, qui sauver. Que pourrons-nous faire si nous avons des milliers de patients qui déferlent dans nos hôpitaux? C'est le personnel de santé lui-même qui sera contaminé. Et si le personnel de santé est décimé, c'est le système de santé qui tombe à terre. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne rassure pas pour rassurer, je n'appelle pas pour apeurer. Je dis des éléments vérifiés et connus. Le message initial, c'est un message rassurant et reste rassurant. Quand on ne dépasse pas un certain nombre, je le répète encore, mais si l'épidémie continue de galoper comme ça, alors vous verrez que ce que je vous ai dit au début, que ce sera la vérité. À partir d'un certain nombre, alors les morts seront inévitables. Donc il faut qu'on se batte pour que l'épidémie s'en arrête là. On doit vraiment s'inquiéter. Pour éviter la catastrophe, on doit éviter d'arriver à quel chiffre? Non, je ne peux pas donner un chiffre, mais un chiffre qui ne dépasse pas nos capacités. C'est un problème c'est un ratio d'abord entre la capacité de prise en charge et le nombre de malades. Si nous avons 1000 malades qui ont une forme grave, on le sait, on n'a pas 1000 respirateurs. Donc ceux qui n'auront pas de respirateurs vont forcément mourir. Pour donner cet exemple, c'est aussi logique que ça. En Italie, il y a des moments où la létalité était de 17%. 17 malades sur 100 mouraient. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils ont toutes les connaissances. C'est un pays développé, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de respirateurs. C'est ça. Donc nous devons tenir compte de cette situation. C'est pour ça que la bataille, c'est la bataille de la prévention. C'est la bataille de la prévention. Dans les 2 semaines à venir, les choses pourraient peut-être être plus claires. Mais avec ce qui se passe actuellement, personne ne doit être rassuré. Personne ne doit être rassuré. Mais les 2 semaines à venir, peut-être nous édifierons. Mais rappelez-vous d'une chose. Dans les épidémies, quelles que soient les prévisions, je dis bien quelles que soient les prévisions, des surprises sont toujours possibles. Je donne l'exemple de la maladie à virus Ebola. Mais bon, ça ne fait pas longtemps que c'est venu en Afrique de l'Ouest. On pensait que ces maladies n'arriveraient jamais ici. Et subitement, c'est arrivé et vous avez vu les conséquences. Quand je prends l'exemple de la dengue, on disait non, ça c'est pas pour l'Afrique, c'est pour l'Asie. C'est venu. Les épidémies parfois peuvent aller dans un sens qu'on n'avait pas prévu. Il faut donc prévoir le pire. Et si le pire n'arrive pas,
Mais tant mieux, on ne souhaite pas le pire. Comme je le disais à un de vos collègues, ce n'est pas parce qu'on a payé une assurance maladie qu'on souhaite être malade pour bénéficier de cet argent. Ce n'est pas parce qu'on a une assurance voiture qu'on va casser sa voiture pour bénéficier de l'assurance. Donc, prenons toutes les dispositions. Si on prévoit des centres dans toutes les régions, s'il n'y a pas de cas, mais tant mieux, on souhaite prévoir ces centres et qu'il n'y ait pas de cas du tout. Nous, on est en train de travailler sur un projet de recherche, mais ce qu'on souhaite, c'est ne même pas pouvoir travailler sur ce projet avant qu'on inclue le premier malade, qu'on nous dise que l'épidémie est terminée. C'est ça qu'il faut faire. En termes de prise en charge et de traitement surtout, on sait que c'est au cas par cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tous les médicaments qu'il vous faut pour traiter les patients? Comme je le disais, ici à Fann, nous avons, au niveau du centre de traitement ici, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. Même les examens complémentaires, nous arrivons à le faire au lit du malade. Électrocardiogramme, radiographie. On est en train de tout faire pour obtenir un appareil qui nous permettra de faire la dialyse des insuffisants rénaux ici et non de les amener ailleurs. Alors, mais ce plateau que nous avons ici, qui est bien, qui est correct, n'est pas facile à obtenir partout. C'est possible, mais ça ne va pas être facile. Donc, je ne vais pas dire que tout ce que nous avons ici, on l'a ailleurs. Par exemple, si vous allez à Diamniadio, c'est bien, c'est un joli hôpital, vraiment un bel hôpital. Très moderne, bien fait, la prise en charge est excellente, les malades sont contents, mais on n'a pas encore de radio mobile. Ça ne saurait tarder. C'est pour donner des exemples. Donc, au niveau de Fann, oui, on a tout ce qu'il faut pour prendre en charge les malades. Les autres centres qui ont également le maximum, mais il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent. Par exemple, à Touba, je ne suis pas sûr qu'on puisse aussi facilement qu'ici obtenir un service de réanimation de plusieurs lits, etc. Mais tout ça, il va falloir y travailler. Alors, professeur Seydi, on sait que le chef de l'État, Macky Sall, a mobilisé toutes ses troupes récemment pour lutter contre le Covid-19. Quelle lecture aujourd'hui vous pouvez nous faire quant à l'engagement du président de la République, Macky Sall, dans la lutte contre cette pandémie? Oui, vous savez, moi, j'ai l'habitude de le dire. Je dis les choses telles que je les pense, telles que je les perçois. Et ça peut plaire ou ne pas plaire. Ça peut déranger ou ne pas déranger. Alors, le chef de l'État a pris toutes les mesures qu'il devait prendre. Nous avons fait 2 conseils présidentiels. J'ai toujours dit ce que je pensais clairement en face de lui, sans aucun détour. Et chaque fois que j'ai eu à faire une doléance en face de lui, ça a été résolu dans les 24 heures. Je ne dis pas dans les 48 heures, mais dans les 24 heures. Donc, pour moi, de mon point de vue, le chef de l'État a fait tout ce qu'il devait faire. On s'est même parlé au téléphone, ça ne fait pas longtemps. Donc, il suit la situation de manière attentive. Il est très intéressé par ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, je dis que le combat est à 2 niveaux. D'abord, au niveau de la communauté. Il faut qu'il respecte les mesures prises par l'État. Et ces mesures pourraient s'endurcir si l'épidémie ne régresse pas d'ici 1 ou 2 semaines. C'est une possibilité. Ensuite, il y a le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tous les moyens ont été dégagés. Le président a dit devant tout le monde que l'argent n'est pas un problème. Tout ce que nous demandons pour bien prendre en charge les malades, il est prêt à le donner. Donc le combat, c'est au niveau de la communauté et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et quand je dis ministère de la Santé et de l'Action sociale, je suis compris dans cette entité. C'est-à-dire nous devons tout faire pour prendre en charge correctement les malades. Ceux qui sont au niveau de la surveillance doivent
faire très bien leur travail. Ceux qui s'occupent des contacts doivent faire correctement leur travail. Ceux qui sont au niveau central doivent faire correctement leur travail dans la mobilisation des ressources et surtout être rapide. Être rapide, parce que c'est toujours là où il y a parfois un problème entre l'homme de terrain et l'administratif ou celui qui est au niveau central. Le praticien, il est devant un problème, il veut que ce soit réglé tout de suite. L'administratif, il faut que le papier passe à gauche, à droite, en haut, en bas. Et durant tout ce temps, on perd du temps. Donc, le combat, maintenant, c'est à notre niveau. Niveau ministère de la Santé et de l'Action sociale et au niveau de la communauté. Mais je peux vous garantir qu'en pratique, moi j'ai vu l'engagement du chef de l'État et j'en ai vu les résultats. Beaucoup de cas positifs enregistrés, certes. Nous avons des cas guéris, très peu. Mais la cadence est-elle normale aujourd'hui? Oui. Vous savez, le portage peut durer 20 jours. Nous n'avons pas encore eu un patient qui est resté 20 jours, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe est normal, mais je pense que avec l'utilisation de l'hydroxychloroquine, qui a été trouvée efficace chez 70% des patients, même si c'est une étude préliminaire, là, c'est pour dire que ceux qui disent que c'est une étude préliminaire, il y a peu de cas, ils ont raison. Donc, il ne faut pas rester dans cette bagarre de scientifique si vous ne la comprenez pas. C'est vrai. Pour avoir des résultats les plus fiables, il faut faire sur un plus grand nombre de malades. Mais avec nous, déjà, ce que nous constatons, nous pensons que le nombre de guéris va augmenter de plus en plus. Et les jours à venir, nous édifierons et vous ferez vous-même la comparaison entre ce qui s'est passé au début et ce qui va venir. Alors, un message peut-être aux populations? Oui, un message aux populations, restez chez vous, sauf si vous avez des urgences extrêmes. Si vous êtes obligé de sortir, respectez les règles d'hygiène prescrites. Ne vous approchez pas des personnes dont vous ne connaissez pas le statut, vous ne savez pas s'ils sont malades ou pas. De retour à la maison, systématiquement, lavez-vous les mains, en sachant que le lavage des mains doit se faire à toutes les occasions où il est nécessaire, telles qu'avant de manger, après avoir mangé, après avoir fréquenté les toilettes, avant de préparer, après avoir préparé. Si vous toussez ou vous éternuez, il faut protéger votre visage ou bien votre nez et votre bouche avec un mouchoir et le jeter à la poubelle et ensuite vous lavez immédiatement les mains. De ce fait, vous allez éviter de contaminer vos proches. Suivez rigoureusement les conseils qui vous sont donnés à la télévision et à la radio. C'est vous qui pouvez nous permettre de gagner ce combat. Le combat actuellement est plus à votre niveau et secondairement à notre niveau, nous, personnels de santé. L'utilisation du gel a continué, est efficace? Oui, l'utilisation du gel, c'est efficace si les mains sont propres. Donc, il faut aussi que les mains soient propres. Et entre les lavages des mains, vous pouvez utiliser le gel. Voilà.